Bonsoir et bienvenue dans ce 18e épisode du Café Multiverse où je vous retrouve encore cette semaine avec mon ami Greg Dyser. Salut Riep. Et cette semaine on invite notre invité, Jean-Marc Rettig. C'est bien ça, Rettig, je dis pas de bêtises. Tout à fait, c'est exact. Voilà. Bienvenue Donc Jean-Marc. Merci. voilà, on va commencer déjà par se présenter. Honneur aux invités, Jean-Marc, je te laisse débuter cette soirée. Eh bien, je suis réalisateur et j'interviens dans des podcasts, dans les podcasts Pourquoi Buffy c'est génial et la JDR Academy, à côté de mes activités de réalisateur indépendant. Et D'accord. su- Et du coup, pourquoi, explique-nous en deux mots pourquoi on t'a invité pour l'émission spéciale Mon Petit Poney aujourd'hui? Parce que j'ai écrit une thèse sur mon petit poney et voilà, Donc ce je soir, la soutiens à la fin du mois. on va faire le bilan de cette première saison du livre de Boba Fett, cette nouvelle série Star Wars. Et donc on a invité Jean-Marc parce qu'il a à son actif. Vas-y, dis-nous. Un court-métrage qui se passe dans le pôle emploi dans l'univers Star Wars. Et oui, car figurez-vous que les gens ont besoin de trouver du travail sous l'Empire. Même pas sous l'Empire d'ailleurs. Et voilà, il s'appelle Pôle Impérial, vous le trouverez sur YouTube, Et on dans vous ma mettra chaîne. le lien dans la description pour que vous puissiez aller voir. On a été le voir avec Greg, c'est assez rigolo. Et t'as fait une Merci, c'est gentil. fiction, je crois, si je me rappelle bien, tu as aussi fait une fiction audio sur YouTube également. Tout à fait, oui, récemment une petite fiction audio. Bon, je suis pas très content du résultat pour des problèmes, c'est des petits problèmes techniques, mais bon, en gros, oui, voilà, c'est une fiction audio qui se passe autour d'un repas de famille chez les Skywalker, car comme toutes les familles, des fois, il y a des engueulades, hein, c'est normal. Ces artistes, ils sont jamais contents. Jamais Non, non, contents mais là d'eux-mêmes. vraiment, enfin, tu vas écouter, il y a des petits problèmes. Mais c'est pas grave. Mais là, j'en prépare une nouvelle qui sera D'accord. enregistrée dans des conditions beaucoup plus confortables, qui traitera de Boba Fett justement. Donc ça tombe très très bien. Comme quoi l'univers est en train de me parler peut-être. Et Je on ne sais pas. n'hésitera pas à partager le lien sur notre compte Twitter et Facebook. Merci, c'est très gentil. À toi de te présenter, mon Greg. Oui, alors bonjour, moi je m'appelle Greg, Greg Dyser, je suis auteur de BD. Il se trouve que j'ai une petite actu très locale, hein, j'habite Lyon et je participe à cette revue qui s'appelle Les rues de Lyon, où on fait un numéro chaque mois et c'est donc les auteurs changent. Moi, c'est déjà mon troisième numéro, mais donc là c'est consacré au Major Martin, qui est finalement une célébrité dont on sait assez peu de choses à Lyon, mais qui a fait de grandes choses et qui a fondé les écoles Lamartinière. Et donc, c'est vraiment une institution il y a 6000 élèves hein, dans les écoles Lamartinière en simultané chaque année. Et les rues de Lyon, c'est de la BT équitable parce que on a un modèle où on vend la revue 3 euros. C'est un mensuel, on en est déjà au 86e numéro. Et il y a 1 euro qui revient aux auteurs, 1 euro qui revient à la maison d'édition et 1 euro qui revient en libraire. Voilà. Très bien. Cool. Là aussi, je pense qu'on vous mettra les liens grâce à notre Bien super sûr, bien CM. sûr. En ce qui me concerne, donc, je suis responsable de la communication numérique dans une ville du Grand Est. Hein, voilà. Je fais aussi partie du comité de pilotage de l'Observatoire Social Media, qui est un think tank sur la communication publique. Et dans une galaxie lointaine, très lointaine, j'ai été responsable des invités pour les festivals Japan Expo et Comic Con Paris. Voilà, voilà. Donc on C'est trop fort commence. parce que il se Oui, présente à chaque fois avec un truc en rapport et à chaque fois je me dis mais pourquoi je prépare pas un truc comme lui? Il est tellement malin. et je l'improvise à chaque fois. Hein. Ah bah alors, bah, c'est du talent, bravo. Bravo. Donc, on va commencer tout de suite sans plus tarder sur Star Wars, sur le livre de Boba Fett, en te posant cette question. Jean-Marc, quel est ton Ouais. rapport, toi, à Star Wars? Est-ce que tu es un gros fan? Est-ce que... Voilà. Mon rapport à Star Wars est bien trop intime pour que je l'explique ici. Mais non, mais en gros, voilà, c'était l'œuvre fondatrice parce que je l'ai vu très très jeune parce que j'ai un grand frère qui regardait ça quand il avait 10 ans, donc c'était l'âge parfait. Et ça a été oui, le déclic parce que c'est en voyant Star Wars que j'ai voulu faire du cinéma. Et ça a bah, carrément dicté ma vie, quoi. D'accord. Et du coup, Donc c'est pas Star Wars qui est le phare de ma vie, mais ça a été l'impulsion. Et c'est vrai que c'est un univers dans lequel je reviendrai toujours, quoi. Malgré Disney, malgré tout, quoi. Alors, C'est malgré... intéressant ce que... Vas-y, Pardon, pardon, je me permets de vas-y, Greg, rebondir, vas-y, mais vas-y. c'est intéressant ce que tu dis parce que finalement, moi aussi, j'ai un choc dans ma vie qui est pas cinématographique, il est plutôt de ma rencontre avec la BD, Mhm. dans le sens où ça s'est marqué d'un coup
J'avais des illustrés Disney, tu sais, mais pas forcément sous forme de BD. Et quand on est rentré, je vivais à l'étranger jusqu'à mes 6 ans. Et quand on est rentré en France, on est tombé sur le. Enfin, mon père nous a sorti, il était très impatient, sans nous avoir parlé à l'avance de sa collection de bandes dessinées qui était déjà assez fournie à l'époque, où c'était plus des formats souples, hein, c'était pas encore les BD cartonnés. Mhm. Et ça, je le décris assez facilement. Mon choc, il est triple parce qu'après, il y a eu la découverte des comics dans Strange et puis après la découverte des mangas, donc la culture multiple et tout. Mais je pense que tu dois pas être le seul en plus, hein. Il y en a pas mal quand même Oui. qui décrivent leur entrée dans l'univers du cinéma. C'est vrai que tu tombes face à une œuvre comme ça, ça projette tout de suite des grandes choses. Tu te dis waouh, comment on fait ce truc-là? Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir le résultat que dans ton court-métrage, de voir l'intégration d'éléments en 3D, les costumes et tout. Et là, il a C'est fallu. prégnant. Si j'avais pu faire ça avec des maquettes, je peux te dire que je l'aurais fait, mais non, c'est pas possible. Et pardon, je me permets de rebondir, mais quand tu parlais de du fait de s'intéresser sur le comment les choses sont faites, c'est que bon, en plus du choc cinématographique, moi, mon frère lisait des revues de cinéma, genre L'écran fantastique ou Mad Movies et tout, et là, je voyais des photos de making of. À l'époque, on n'avait que ça. Mm. Et bordel, ça a doublé le choc, quoi. C'est Mm. quand j'ai compris, ah voilà, c'est comme ça qu'on peut faire voler des vaisseaux. Enfin bon, ça a fait que renforcer le lien. Je digresse encore un peu plus, mais je crois aussi que Star Wars est un des univers, un des premiers univers qui a permis ça aussi, qui a mis très en avant les making-of et qui a développé beaucoup autour de ces films. Je me rappelle dans l'épisode 2 et l'épisode 3, c'était carrément concentré sur une scène où tu voyais toutes les étapes de fabrication du film. Tout à fait. Euh, c'est aussi, j'imagine que la génération qui a découvert Star Wars à ce moment-là a dû être aussi super intéressée et clairement, enfin, je comprends aujourd'hui la culture du cosplay, la culture enfin, tu vois, le niveau qu'a atteint le fan-made aujourd'hui, c'est quand même beaucoup l'univers Star Wars qui amène ça avec soi. Tout à fait, ouais. Et du coup, tout à l'heure, tu disais jusqu'à Disney. Tu peux nous parler plus précisément de ton rapport avec la dernière Ah, La trilogie? On en avait licence. déjà parlé, nous, dans la précédente émission consacrée à la première partie de Boba Fett, où on avait parlé des 4 premiers épisodes. Et toi, du coup, où est-ce que t'en es? Où est-ce que tu en étais plutôt par rapport à Star Wars, on va dire avant le Mandalorien, avant Boba Fett, et avec cette trilogie? Bah, c'était un peu le moral en berne parce que bon, les films sont ce qu'ils sont. Il y a quand même de très bonnes choses, mais c'est vrai que le truc, l'aspect global, moi, il y a une déperdition dans la mesure où j'ai finalement compris au moment du générique de fin de l'épisode 9 qu'ils n'avaient pas écrit une ligne avant, quoi. Et ça m'a Mhm. beaucoup déçu. Je veux dire que nous, dans nos petites productions, voilà, si on tourne un peu à l'arrache, d'accord. Mais là, Disney, quoi. Donc Star Wars en plus. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai un petit peu mauvaise. Même si je reconnais à ces trois films, oui, même le 9 des qualités. Mhm. J'étais un peu déçu de l'entreprise de Disney, comment ils ont abordé le. Je me demande d'ailleurs comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé dans les salles de réunion pour que Mhm. les gars disent, OK, on fait une trilogie. Au fait, qui a une idée? Non? Bon, bah c'est pas grave, on va en faire une quand même. Alors, Bon, ouais, voilà. pour rebondir sur ce sujet-là, est-ce que vous croyez pas, les garçons, qu'on est rentré dans l'ère, avec cette trilogie-là précisément, dans l'ère du film en temps réel avec les réseaux sociaux? Bien C'est-à-dire sûr, bien sûr. beaucoup de fans mécontents pour un oui ou pour un non, pour des raisons X ou Y, et une prod qui a envie de faire plaisir au maximum de gens, presque un peu un contexte politique, hein, comme avant des élections, c'est-à-dire des hommes politiques qui te proposeraient le programme que tu as envie d'entendre et qui après feront un peu à leur sauce avec ce qu'ils ont promis. Qu'est-ce que vous en dites? Bah, le pari avec la politique, il fait mal au cœur, mais il y a de ça, bien sûr, parce que c'est assez cohérent avec l'époque. Donc oui, on peut voir ça comme ça, je pense. D'ailleurs, si on entend l'empereur Palpatine la première fois dans Fortnite pour annoncer son retour, enfin, c'est quand même Mm. un signe des temps assez révélateur, quoi. Oui, maintenant c'est multiplateforme et l'ambition artistique, elle est mise au second plan, quoi. C'est comme ça. Et encore, quelque part, c'était une erreur stratégique parce que je pense que ce qu'ils n'avaient pas compris, en tout cas à l'époque sur les réseaux sociaux,
c'est que c'est pas forcément ceux qui sont les plus bruyants qui sont les plus pertinents. Voilà. Et ça a été probablement leur grosse erreur, c'est-à-dire que à un moment donné, on peut entendre les fans, et je pense que Kevin Feige le fait très bien avec Marvel. Il Hmm. comprend ce que veulent les fans et ce qu'ils veulent pas non plus. Et d'ailleurs, on en avait parlé pendant l'émission sur Spider-Man. On s'était dit, avec toutes les rumeurs qu'il y a, s'ils font pas venir Andrew Garfield et Tobey Maguire, le film est mort, quoi. Ils peuvent faire leur Mm. prière, ils peuvent aller se cacher dans un bunker, il va se faire descendre, quoi. Et, Ouais, et ouais. là, le génie de Marvel jusqu'à présent, c'est d'avoir trouvé le bon équilibre entre l'idée créative, ou de garder vraiment un fil directeur en se disant, bon, bah, nous, on veut aller par là, et tout en même temps, essayer de faire un plaisir aux fans, quoi. Alors que, comme tu dis, Star Wars, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire qu'ils ont fait un premier film, ils ont pris la température, ils ont fait un second, ils ont pris la température, ils ont fait un troisième, et ça donne un grand n'importe quoi. Hmm. Et là, pour rebondir du coup sur Boba Fett, qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'ère suivante? C'est-à-dire, tu parlais de Kevin Feige, on peut dire qu'il y a une autre personne influente qui a été mise sur le projet et qui était déjà un peu à l'origine donc d'Iron Man, du démarrage en tout cas dans Marvel, donc John Favreau. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, plus globalement de j'allais dire sa participation à lui, sa vision de Star Wars et ce qu'il amenait dans les séries. Bah, je te laisse commencer, Jean-Marc. Bah, moi, je vais pas y aller par quatre chemins. Je pense que le Mandalorian est la meilleure chose qui soit arrivée à Star Wars depuis quelques temps. Euh, le binôme Filoni-Favreau fonctionne. Enfin, après, je sais pas comment ça se goupille. Je connais pas assez la, la, la sensibilité de Favreau pour me dire, ah tiens, là, ça c'est du Favreau et ça c'est du Filoni. Mais ce que je vois, c'est que le package final fonctionne très très bien. Tu Mhm. parlais de saisir les attentes des fans et ben là, je pense que c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Et Favreau, en plus, comment dire, c'est un des- en ce moment, c'est quelqu'un qui pousse la technologie comme a toujours fait Star Wars, en fait. Donc, c'est une continuité logique et je trouve que ça fonctionne très bien. Alors Et toi, effectivement, et j'ai même entendu, il y a une rumeur qui est sortie il y a quelques jours sur le fait qu'il est pressenti pour rejoindre le conseil d'administration de Disney en tant que conseiller artistique. Ce qui veut dire qu'il le D'accord, placerait au-dessus de Kathleen Kennedy de chez Lucasfilm et quelque part d'accord. au-dessus de Kevin Feige en tout cas aussi. Et du coup, il aura le droit de regard sur toutes les créations estampillées Disney, c'est-à-dire toutes les sous-catégories. Il aura le droit de dire, bah oui, mais là, non, ça va peut-être pas marcher. Enfin voilà, Écoute, ça reste à confirmer, mais c'était des sources assez sûres qui balançaient cette info. Donc, et puis il y a d'autres choses dont je vous parlerai tout à l'heure dans la partie spoiler. D'ailleurs, j'en profite, je rebondis là-dessus, je vous interromps parce que c'est vrai que j'ai pas redit le principe de l'émission à ceux qui nous écoutent et nous découvrent pour la première fois. Donc, que ce soit Jean-Marc, Greg ou moi, on ne s'est pas concerté avant sur la série, sur ce qu'on en a pensé, sur ce bilan de la première saison. Donc, on va découvrir là, nos réactions en temps réel. Vraiment, on ne s'est rien dit, on ne sait même pas si on a apprécié ou pas. On y va vraiment cash. Voilà. On n'a rien préparé aussi. Je sais que Greg préfère quand même préparer des choses sur les acteurs, etc. Moi, j'y vais vraiment à bon là, blanc. j'ai pas préparé plus que la dernière fois puisqu'on a déjà fait un Voilà. épisode sur la mi-saison. Mais Euh, voilà. Vas-y. je me permets de rebondir encore une fois donc sur le sujet d'avant. Sur la question tu parlais d'attente des fans, Jean-Marc. Je crois aussi qu'on est à une période où finalement ceux qui font actuellement les films sont aussi des fans, dans le sens où on est enfin, John Favreau il est peut-être un peu plus âgé que nous, il doit avoir un peu, Une on va dire, dizaine d'années de carrément. plus, je dirais, peut-être, non? Oui, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi maintenant les réalisateurs, des gens qui ont connu maintenant la première licence Star Wars en tant qu'amateurs sans doute. Et j'ai vu ça un petit peu. Prochainement, on va avoir une émission sur la BD Goldorak.
Je sais que moi, j'ai déjà eu la discussion avec des éditeurs en leur disant, mais la vache, mais moi, il y a 20 ans, je voulais faire une BD sur Goldorak et tout le monde disait, oh, c'est bon, les trucs d'enfants, là, grandis un peu, quoi. Mhm. Et aujourd'hui, ça se fait et je suis toujours surpris de me dire, mais pourquoi aujourd'hui? Et on me dit, bah, parce que les éditeurs d'aujourd'hui, ce sont comme toi, en fait, les quarantenaires, les gens qui ont regardé Goldorak à la télé avant. Je Et dirais là, même que, excuse-moi, je te coupe, je dirais même que c'est même vas-y. plus que ça, c'est que c'est pas seulement les éditeurs, c'est surtout les acheteurs. Enfin, le marketing aujourd'hui, il se doit de s'adresser à ceux Aussi, qui ont l'argent, entre guillemets, et ceux qui ont le pouvoir d'achat, bah, même si les ados restent grandement des prescripteurs décisionnaires dans les foyers. Bah, oui, les quarantenaires aujourd'hui, ce sont les actifs qui achètent, quoi. Donc on est oui, bien sûr. directement le cœur Non, de cible. mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi ceux qui font, quelque part, qui sont probablement fans aussi de l'univers, C'est et vrai. je pense que c'est déterminant. Tu sais, des fois, on se dit, enfin, on n'a pas encore fait d'émission là-dessus, mais par exemple, on peut se dire, les gens qui reprennent, qui font Dragon Ball Super, est-ce qu'ils ont vraiment compris l'univers? Ils font quand même des trucs un peu chelous. On a l'impression qu'ils n'ont pas tout regardé, ou bien, je sais pas, moi. Qu'est-ce que c'était comme film qui était sorti où tu te demandes, tu te dis, mais ce réalisateur, est-ce qu'il a vraiment vu le matériau d'origine, tu vois? Et là, Mhm. à n'en pas douter, John Favreau, je pense que c'est quelqu'un qui avait quand même une bonne idée de ce qu'il aurait voulu voir et quelque part qui applique John Favreau et Filoni, comme tu dis, Dave Filoni. C'est des gens qui probablement amènent à l'écran ce qu'ils auraient aimé voir eux-mêmes, quoi. Tu vois, qui se retrouvent décisionnaires qui sont pas juste Ouais. des yes man, mais qui amènent vraiment une patte, quelque chose et Non, non, non. qui aiment profondément ce qu'ils font. C'est évident, c'est évident. Quand tu regardes le Mandalorian, tu sens bien que c'est des gens qui ont joué au jeu de rôle de Star Wars. Que c'est des gens oui, qui ont accouché d'une vision fantasmée qu'on pouvait avoir de cet univers-là, quoi. Non, c'est sûr, ouais. Et clairement, moi, je me verrais pas faire un film ou une série Star Wars aujourd'hui parce que plus j'en vois, plus je comprends il y a tout un background qui vient des livres, même si pour la plupart ne sont plus canons, etc. Mais que je n'ai pas, tu vois. Comme tu parles des jeux de rôle, etc. Il y a tout un fil de références qui m'échappe complètement. Et c'est en ça, par contre, du coup, que je reviendrai sur le sujet de Boba Fett ou du Mandalorian même. Peut-être même encore plus Boba Fett, sans trop en dire parce qu'on en parlera dans la partie spoiler. Mais du coup, il y a des références à Star Wars Rebels, à Clone Wars, etc. que celui qui aurait vu que les films ne le comprendra pas forcément, quoi. Bien sûr, et là où ils sont forts, c'est que ça n'empêche pas d'apprécier le programme en lui-même. Si toi, tu as tout le background, bah forcément, c'est du petit lait. Mais si Star Wars, bon, tu regardes ça de loin, ah oui, oui, les sabres laser, machin, bah tu peux quand même passer un bon moment devant, quoi. C'est là où c'est là où ils sont très forts. C'est pour ça que j'essaie toujours de modérer mes propos quand je parle de Disney, parce que est arrivé avec cette ère-là, quand même, un story group qui est au top, quoi. Enfin, je veux dire, les gars, ils sont en charge de maintenir une cohérence sur ce truc énorme, en prenant en compte l'univers étendu. Donc il faut s'en inspirer, pas le copier et en même temps pas le dénaturer. Enfin, c'est un bordel. Et là, pour le coup, Mm. je trouve, quand tu mets en relation donc les films qui sont le pilier central, quoi, les comics et les séries, tout ça fonctionne, quoi. Il n'y a pas de. Mis à part Ah non, mais là, c'est spoiler. Bon, bref. On en parlera Mis à tout à part l'heure. des petits trucs, tout reste quand même assez. J'ai un pote, Anthony, il s'appelle, je sais pas s'il regarde, mais. En tout cas, voilà, quelqu'un qui est très, très au fait de la cohérence globale. Et moi, je trouve que là, Disney, on fait du bon boulot, quoi. Oui, bah, il y a aussi un petit alignement des planètes. Je l'avais cité dans l'épisode précédent, mais la présence de Temuera Morrison en tant qu'acteur qui joue le clone, du coup, dont on sait qu'il était l'enfant donc de Jango Fett. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant de pouvoir avoir ce type de continuité aussi ou comme la présence d'autres caméos par rapport effectivement à des temps passés dans les épisodes précédents. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt malin. De mon côté, j'ai quand même tendance à y voir un peu un contrat à remplir dont j'aurais pas forcément besoin, justement n'ayant pas tout vu,
enfin mine de rien, c'est quand même la vitrine. Cette série-là, c'est la vitrine de Disney Plus. Donc Sûr. vu qu'ils postent tout Star Wars, qui sont en train de reconnecter tout, de mettre les séries et tout. Donc on a quand même l'impression qu'ils se sentent presque obligés. Et là, quelque part, autant je l'avais pas ressenti comme ça dans Mandalorian, autant là, je l'ai plus vu comme, je l'avais comme une checklist Bien sûr. dans laquelle on vient rajouter un Wookiee, tel type de droïde, telle, telle race d'extraterrestres. Et je pense que ça vient plus de la structure. Mais peut-être qu'on pourrait en parler un petit peu. Pierre, qu'en penses-tu? On peut attendre la partie spoiler, je sais pas, parce qu'il y a aussi On peut, pas mal de euh, choses à on peut, dire. On peut peut-être parler au moins de ce qu'on en pense sur le global Bien sûr, oui, oui, vas-y. de la série. Moi, je pense que la série souffre d'un gros problème de structure Alors attends par justement, rapport. alors avant que tu ailles dessus, peut-être là-dessus, moi D'accord. j'avais juste une chose à dire, à terminer sur l'aspect licence, l'aspect franchise. Euh, on a déjà été assez critiques, nous, à l'égard des séries, des films Marvel, parce que pour le coup, ça fait plus de 10 ans qu'ils en font. Eux, ils arrivent à s'inscrire dans une vraie continuité, ce qui est assez exceptionnel et que par exemple DC Comics n'a pas du tout réussi à faire. Et là, on peut se poser la question. Bon, là, c'est beaucoup trop tôt pour se la poser parce que pour le coup, il n'y a que deux séries Star Wars, en tout cas que deux séries live. Il y a des films, mais bon, les films, c'est encore peut-être à part entière. Voilà, ils se suffisent à eux-mêmes et ils sont dans une continuité qui leur est propre. Mais à un moment donné, il va quand même se poser la question de savoir si qu'est-ce qu'il faudra avoir vu pour comprendre telle ou telle série. Là, on se la pose pas encore pour Star Wars, mais par exemple sur Marvel, on se la pose déjà. Et jusqu'à quel point on va arriver pour être capable de, de, de comprendre les séries et les films qu'on va Et voir. ça, c'est le risque qui nous pend au nez, quoi. On va faire un petit coucou à Guillaume, un pote à moi aussi qui regarde l'émission, qui en sortant de Spider-Man a dit non mais d'accord, donc là on est parti pour une ère de marvelisation de la culture populaire ou de la culture geek et on pourra pas voir une œuvre pour elle-même quoi. Il va C'est falloir ça. l'accrocher à un univers plus grand, tout simplement parce que soyons réalistes, on est des vaches à lait hein, pour ces grosses Bien entreprises. Donc sûr. il faut voilà, il faut consommer, faut tout voir, pour tout comprendre. Donc c'est d'un côté c'est passionnant, c'est fascinant, c'est sans fin, et de l'autre c'est très pervers quoi. Ouais. C'est marrant parce que tu dis les vaches à lait, mais nous, je pense on est les vaches à lait puissance 3 parce qu'on arrive même à proposer gratuitement des émissions culturelles qui parlent de leurs œuvres massivement. Ah bah ils sont très Donc, contents, je pense. Ils sont très très contents. quand ils nous auront remarqué, on verra bien. En tout cas, Bah ouais, ouais. Pardon, j'allais dire un truc, mais je me suis perdu. Oui, si, par rapport à Marvel, là-dessus, moi j'ai un avis assez tranché, c'est-à-dire que Marvel, on peut dire qu'ils nous ont proposé trois espaces de narration. Il y a l'espace social sur Terre, il y a l'espace visite dans l'espace, space opéra avec certains autres films et certaines autres séries. Et puis maintenant, l'aspect multiverse, on a l'impression que, alors là. enfin, on voit non mais en tout cas, on voit ces trois échelles de narration qui donnent l'impression d'avoir un univers immense. Et là, mon regret par rapport à Star Wars, où déjà j'avais quand même noté depuis l'épisode 3 à l'époque que on avait des planètes entières qui n'étaient vouées qu'à une seule chose, donc la planète de lave, la planète de glace, la planète. Donc finalement, ça, quelque part, je trouve qu'en termes de diversité, ça ramenait l'univers à presque comme si c'était notre seule planète à nous, parce que finalement, sur notre seule planète Terre, il y a quand même tout ça. Hein. Il y a des volcans, il y a des icebergs, il y a quelque part sur notre simple planète, on pourrait tourner tout Star Wars. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'ils font. Mais justement, il y a un côté, et Pierre, il partageait un peu cette opinion-là aussi, c'est le fait de vouloir, par le fan service, nous ramener toujours un peu sur les mêmes planètes. Tatooine, on a l'impression on pourra jamais s'échapper de Tatooine, on y reviendra toujours. Là, il nous annonce une série à propos, enfin, avec donc, je crois que c'est le personnage que tu incarnes, il me semble, dans ton court-métrage. Ils viennent d'annoncer une série sur Endor Ouais, Andorre, avec ouais. voilà, Sur le perso. le protagoniste principal de Rogue One. Voilà, donc Cassian Andor. Ouais. voilà.
c'est Ouais, ça. Donc, ouais, ouais. peut-être je me suis trompé de personnage, mais en tout cas, Je sais voilà, pas. ils ont annoncé ce. Donc, un personnage qu'on Ouais, connaît déjà, dont on connaît déjà le destin funeste, en plus. Oh mince, spoiler alert. Et, et donc, sur une planète qu'on connaît déjà. Et moi, mine de rien, Star Wars, tu pourrais m'annoncer des tas de choses que je n'ai jamais vues, sur des tas de planètes que je n'ai jamais vues. Quelque part, c'est déjà parce que même si elle est critiquable, la deuxième trilogie, donc l'épisode 1, 2, 3, il nous a quand même amené vers beaucoup de choses qu'on ne bien sûr. s'imaginait pas. Et depuis, eh ben, non, alors est-ce que c'est parce que justement il faut contenter les fans? On nous ramène toujours à ce qu'on connaît déjà. Et je crois que c'était ma première déception au sujet de Boba Fett, c'était bon bah allez, on retourne à Tatooine, on va chez Jabba the Hutt. Alors oui, d'accord, tu peux être content d'avoir quelque Ouais. part la fin de Mandalorian, elle était pertinente là-dessus. Mais j'aurais pu me satisfaire de cette seule fin et de dire c'est ça qui se passera et puis laissons votre imagination imaginer le reste. Eh ben non, il a fallu qu'on me vende toute une saison pour m'expliquer les tenants et les aboutissants de ça sous forme de dépôt de permis de construire à la mairie et autres choses très terre à terre. Hein, je suis pas sûr là pour le coup que ça valait vraiment la peine de raconter tout ça. Voilà. Donc pour toi, tu Ouais. dirais, je termine juste là-dessus, excuse-moi Jean-Marc, du coup, pour toi, Non, non, Greg, la mais... conclusion de cette première partie non spoiler, ta conclusion à Mhm. toi, c'est ça vaut pas le coup le bout de livre de Boba Fett? Ou bien il y a quand Euh, même des choses à sauver? Ou pour quelqu'un je, qui je aurait pas vu vous, la série et qui veut pas être spoilé, est-ce qu'il doit pas regarder finalement? Est-ce qu'il doit regarder? disons que, enfin, on parlait de structure, mais est-ce que c'est vraiment un spoiler du coup? Pour moi, je l'ai vécu cette saison comme je l'ai mis l'autre jour. J'ai dit il y a enfin tu sais il y a Je vois ce que on- tu veux dire et t'oses pas le dire parce qu'on n'est pas par des petits spoilers. Donc, oui voilà, mais pour moi c'est il y a plusieurs bouts de saison en une saison et à un moment donné donc pendant deux épisodes on suit pas du tout ou presque Boba Fett qui sur les deux plans où on le voit est presque risible. Enfin, je sais pas, il y a un truc. Pour moi, il y a un problème. Soit ils auraient dû faire un Mandalorian saison 3, soit ils auraient dû faire Boba Fett un téléfilm, par exemple. Pourquoi pas? Mais il y a le côté saison. Pour moi, il n'y avait pas de quoi en faire toute une saison. Voilà. et toi, Pour la, Jean-Marc, alors pardon, tu voulais Ah, terminer? pour la- ouais, vas-y. je terminerai voilà, en disant, pour la continuité, regardez-le, mais peut-être regardez-le quand il y aura une suite ou quand il y aura autre chose, bien que il y a une sorte de teasing à la fin de la saison qui, moi, m'enthousiasme pas du tout. Plus des retours par rapport aux acquis de Mandalorian. Donc, non, je pense qu'ils auraient dû éviter, et peut-être même, je crois que cette saison, en termes de scénario, va être problématique par rapport à tout ce qui pourrait dérouler de suite comme série Star Wars. Et toi, Hmm. Jean-Marc, pour le Ils vont la coup, traîner comme un boulet pour moi. pour les personnes qui ont pas envie d'être spoilées et qui hésitent encore à regarder, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que tu leur recommandes ou pas? Non, mais j'aurais du mal à dire, à compléter ce que tu viens de dire, parce que je pense exactement la même chose. Si ce n'est que je pourrais dire que c'est triste, mais elle est dispensable. Mais moi, je suis lucide. Cette série, elle est là pour nous faire patienter avant Mandalorian, qui est la grosse star de Star Wars maintenant. C'est pas Rey, c'est pas Finn. Non, non, c'est Mando et Obi-Wan qui arrive derrière. Donc je pense que Cassian Andor et Boba Fett, c'est des petits trucs, c'est des petites friandises pour nous faire patienter avant le plat principal, quoi. Hmm. Ouais, alors de Et la toi, même Pierre, alors? façon, oui, je vous rejoins totalement. Je pense que faire une série pour faire, j'ai envie de dire, tout ça pour ça, pourquoi? Enfin, on ne saurait pu très bien être une saison 3 de The Mandalorian avec pendant ce temps sur Tatooine avec Boba Fett, voilà, et Hmm. le suivre sur des séquences bien spécifiques ou comme tu disais, un téléfilm. Après, ce qui s'est passé chez nous, c'est que par exemple, moi j'ai regardé la série tout seul, le début de la série tout seul parce que j'avais l'occasion de le faire et j'ai bien compris. Je me suis dit, mais j'ai dit à mes garçons, à ma femme, mais regardez pas, vous allez vous emmerder. Enfin, c'est pas The Mandalorian, ça n'a rien à voir. Et Mhm. par contre, c'est vrai.
qu'il y a des séquences que je leur ai montrées parce qu'elles étaient absolument à voir, quoi. Et on va en parler tout de suite dans la partie spoiler. Voilà, sans transition ou avec transition. Nous voilà, c'est parti spoiler, on va pouvoir se lâcher un petit peu plus. Et du coup, je dis la suite de ce que j'avais à dire. Voilà, je leur ai montré forcément le passage avec Luke. Parce que d'un seul coup, on n'est plus dans Boba Fett, on est dans le Mandalorian 2.5, c'est ce que tu voulais dire tout à l'heure, Greg, je le sais. Oui, c'est ça. En Euh, fait, c'est pour dérouler ma blague, en fait, je disais, alors, tu sais, il y a des séries où tu sais pas dans quel ordre il faut regarder, quel film il faut voir, et puis il y avait ces numérotations d'Evangelion qui étaient très nébuleuses du 1.11, 2.21, 2.22. Et ben là, je l'ai vraiment ressenti comme ça, c'est-à-dire il y avait Mandalorian saison 1, saison 2, Boba Fett épisode 1, 2, 3, 4, et puis si vous voulez voir la suite, allez voir Mandalorian 2.5, Mandalorian 2.6, et puis le TV special qui réunit tout le monde, et puis avant Mandalorian saison 3, ou pas. C'est-à-dire que bon voilà, ça part directement de la fin, mais on a l'impression que là, finalement, ils nous utilisent même encore un autre personnage, c'est-à-dire le personnage du shérif là. J'ai oublié son nom, mais Code 20. voilà, et que lui, peut-être, va être un peu au centre, il va être un peu traficoté, on va lui donner une veste pas de couleur. Non, Je non. sais pas. mais quelle horreur. Oh la vache. Je tiendrai jamais, mais j'avais dit à Pierre pour le premier, on fera une émission le 1er avril et on sera les premiers en exclusivité à annoncer qu'ils vont faire une série spéciale avec les motards en Vespa. Non. C'est juste une série qui est consacrée à eux devant le succès d'estime qu'ils ont obtenu auprès Non, de non, tous les fans. je les veux en jouer dans le Mac, tu sais, des menus enfants chez McDo là, et c'est tout. Je veux plus Avec aller des... voir ailleurs, quoi. D'accord. Mais tu sais qu'il n'y a même plus de jouets au McDo maintenant, c'est Ah tous des bon? trucs en carton. Il n'y a plus de Happy Meal dans le. D'accord, ok. Il y a les Happy Meal, mais ils ont Mais arrêté sans les les. jouets en plastique. Alors, Ah, c'est d'accord. vrai Oui, que c'est bien. nous, on avait fait une première émission donc, sur Boba Fett où on s'était arrêté à ce fameux épisode 4. On n'avait pas été plus loin, mais on était dépité. On savait pas du tout quelle orientation allait prendre la série. Et toi, du coup, où est-ce que tu te situais avant le Mandalorian 2.5, avant de voir tout ça, Eh Boba ben, Fett? moi, ce Mando, décidément, mais je vais dresser un hôtel à ce mec parce que au moment où je me dis, oh putain, ça y est, on a perdu Boba Fett en plus. Bim, t'as le Mandalorian qui arrive et t'as tout un épisode que sur lui. D'ailleurs, on voit pas Boba Fett. Bref, peut-être on parlera de ça aussi peut-être dans l'émission, mais c'est quand Bien même sûr. un choix extrêmement Si tu veux curieux. en parler tout de suite, vas-y, hein. Bah, alors moi au départ, je me suis dit, oh putain, enfin on va sortir un peu des clous. En plein milieu d'une série, il y a tout un épisode très long en plus sur un personnage d'une autre branche de l'arbre Star Wars. Je me dis Mm. tiens, alors on va pas parler de prise de risque, tu vois, mais je me suis dit tiens, au moins ça change. On sort on n'est pas dans un cahier des charges Netflix, voilà, on sort un peu du cadre. Mais après je me dis mais est-ce que c'était réfléchi cette histoire? Parce que après on enchaîne sur l'épisode avec Luke. Tu te dis mais c'est parce que en lisant les scénarios, vous vous êtes rendu compte que c'était nul, Boba Fett, du coup vous nous avez réinjecté du Mando. Enfin, j'ai pas compris la logique. En fait, c'est ça, je suis un petit peu étonné, je ne comprends pas, j'ai pas compris en fait. Ça donne l'impression très étrange, alors que ça n'est pas le cas sans doute, que les épisodes ont été écrits au fil des semaines, effectivement. C'est-à-dire que comme s'ils avaient reçu, non mais c'est pas le cas, mais comme Ouais, s'ils ouais, mais avaient on reçu dirait. à l'issue de l'épisode 4 des retours en disant oh non mais les Vespa et puis Mos Eisley c'est bon là on a fait le Mais c'est- tour et donc bon non nous on préférait Mandalorian et puis qu'ils se soit dit bon bah allez on va leur mettre 2 épisodes de Mandalorian et puis on finira mais c'est très Ouais, étrange parce que moi enfin j'ai beaucoup de mal à apprécier un choix pareil parce que ça me dérange. On sent qu'ils essayent de l'expliquer en disant, donc on voit Boba Fett qui dit non mais pour réussir à, à relever ce défi, on va avoir besoin de muscles, hein, muscle. Oh, et donc moi je l'ai compris à ce moment-là, hein, ce que ça sous-entendait. J'ai imaginé en tout cas que ça pouvait être ça, bien que ce soit quand même un mec ultra seul dont on a besoin d'un épisode pour comprendre qu'il ne va pas raccorder avec
pour moi d'ailleurs des personnages que je croyais morts ou disparus. Et donc, et puis on repart dans cette diatribe de This is the way, la religion et machin. Et quelque part, il nous tease autre chose. Parce que j'espère pas dire de bêtises, mais je crois bien qu'il parle du sabre noir et de. Donc on revient dans une intrigue très mandaloriane, hein, et de d'un fameux comment dire Mandalorian qui aurait été Jedi. Enfin, on sent qu'il va y avoir un truc autour de ça. Mais qu'est-ce que ça vient foutre dans The Book of Boba Fett? Je sais Voilà, pas. c'est plus. C'est tout on à n'a fait pas ça, compris, oui. moi. Et j'ai trouvé que c'était une véritable arnaque. Et c'est encore pire, c'est-à-dire que quelqu'un qui se serait dit, bah, je vais pas regarder Boba Fett parce que ça m'intéresse pas, parce que j'ai vu les 4 premiers épisodes, ils sont merdiques, je m'arrête là. Du coup, il voit pas cette séquence qui est hyper importante pour moi, pour le personnage du Mandalorian. Enfin, je veux dire, cette séquence-là, je comprends même pas pourquoi elle est dans Boba Fett, parce que ça explique tellement de choses sur le background du personnage, la destruction de leur peuple, etc. Le coup du sabre noir. Ça en dit tellement, mais pourquoi c'est pas dans la série The Mandalorian? J'espère au moins qu'ils vont nous en reparler dans la saison 3, etc. Parce Parce que Et que... quand, là, ouais. quand je parlais d'une série qu'ils allaient traîner comme un boulet en plus, pour moi, c'est que Mandalorian, ils te mettent The Child, donc l'enjeu, c'est de placer cet enfant. Et là, en 2 épisodes de Boba Fett, ils sont quand même complètement revenus là-dessus. C'est-à-dire que le gosse n'a rien appris, il n'est pas du tout indépendant, ça reste un petit machin qui va pas du tout grandir au même rythme que les autres, c'est-à-dire qu'il sera toujours, il sera même pas ado quand tout le monde va claquer. Donc enfin, lui, son destin était scellé. Il allait grandir avec Luke. Et ben non, même par le biais de Boba Fett, ils l'ont fait revenir dans Mais l'intrigue. Et c'était je pas trouve que c'est possible ça. maladroit. C'était pas possible Un ça peu parce maladroit, que... ouais. et là tu me diras après Jean-Marc ce que t'en penses. Là attention, je vais rentrer dans du spoiler du spoiler. C'était pas possible que Grogu devienne un Padawan parce que ça voudrait dire que Kylo Ren le tue. Oui, Parce que oui, Kylo Ren oui, oui. étant le Padawan de Luke et c'est ce qui s'est passé dans la dernière trilogie, il aurait dû se débarrasser de Grogu. Donc Grogu, pour ne pas mourir, devait forcément partir. Donc on savait Oui, déjà d'accord. quel allait être son choix finalement. Oui, on On le le savait. savait. Hmm. Mais est-ce que vous ressentez pas comme moi le fait que tout l'enjeu scénaristique de Mandalorian saison 1 et 2 et du coup est balayé en un rien de temps dans une autre série? Pas Si, nécessairement un peu. parce que déjà d'une part, on voit que finalement il a fait un choix, là, le choix de l'attachement, le choix de revenir vers Mando, Grogu, et qu'autre part, tu t'oublies pas que dans l'Empire contre-attaque, Luke fait exactement le même choix. Il est en train de s'entraîner avec Yoda, et Yoda lui dit si tu vas vers tes amis, tu détruiras tous ceux pourquoi ils se sont battus. Mais malgré tout, il n'écoute pas et il y va. Donc ça D'accord. n'empêchera peut-être pas Grogu de revenir. Voilà. Hmm. Mais on est piégé à cause de la post-logie. Comme tu l'as dit, maintenant on sait qu'il y a Kylo Ren et Palpatine. Bref, Mm. euh, on- on- ils sont pieds et poings liés maintenant le story group de Star Wars parce qu'on sait comment tout ça va se terminer. Alors que si, bon, on va pas refaire l'histoire, mais s'ils avaient démarré par le Mandalorien, alors déjà Star Wars aurait brillé et en plus ils auraient pas été obligés de mettre en place cette histoire de clonage qu'on voit un peu avec Moff Gideon, je crois qu'il s'appelle, Ouais. pour ensuite tout ça pour nous justifier Fleet et le slot éternel de Palpatine, une idée de merde. Enfin, ouais, c'est bien dommage, c'est bien dommage. Alors il reste une échappatoire quand même scénaristique, c'est Doctor Strange. Bah oui, bah voilà, allez hop, le multivers, en plus ça vous Alors, connaît, plus sérieusement, c'est voilà. quelque chose dont je voudrais qu'on parle en toute fin d'émission, les théories sur l'avenir de Star Wars, mais on va pas y venir tout de suite parce que je veux garder cette cerise sur le gâteau. On en avait déjà parlé dans une précédente émission quand on en avait fait un peu le tour des raisons des séries qui nous attendaient pour 2022. Mais par contre, du coup, je voudrais qu'on parle du deepfake de Luke. Parce que quand même, là, il y a eu un Ah, bond en avant entre la fin du Mandalorian saison 2 et ça, hein. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Jean-Marc? moi j'étais sur le cul, parce que le premier deepfake, non pardon, c'était pas un deepfake, le premier performance capture à la fin de Mandalorian, elle était un peu, je la trouvais, voilà, je me suis dit, faut pas la regarder de trop près ou faire arrêt sur image, quoi. Mais je me suis dit, bon, après tout, c'est convaincant, et puis merde, c'est Luc. Mais là, c'est bluffant. Donc je me dis qu'on est passé dans une nouvelle étape,
du storytelling, enfin, je sais pas si c'est le bon terme, de la nouvelle façon de raconter des histoires dans les séries et même le cinéma, quoi. Maintenant, c'est presque flippant, hein, tellement c'est efficace. Ouais, je trouve que le sujet est super intéressant. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu passer ça sur Twitter, mais il y a des gens qui ont remarqué que la version donc avec, comme tu disais, donc performance capture, ou donc avec un vrai acteur sur lequel on vient coller le visage c'est ça, hein, on a un autre Mhm. acteur qui campe le Bien sûr. personnage et on vient coller un visage C'est ça, ouais. moitié CGI, moitié joué par Mark Hamill. Et il y a plein de gens qui ont remarqué que ce melting pot, qui est quand même, effectivement, je vous rejoins là-dessus, hyper bien réussi, arrive presque à une version de Sebastian Shaw qui joue qui joue le Sébastien soldat de Stan. l'hiver. Euh, ah, c'est ça? Ouais, Pardon, Sébastien Sébastien Stan. Stan, Ah oui, excuse-moi. d'accord, parce que Oui, voilà. Sébastien Shaw, c'est Anakin, le premier Anakin, si je me trompe pas. Excusez-moi, j'ai ma fourche à languer. Donc Sébastien Stan qui joue donc le soldat de l'hiver et apparemment on lui a posé la question et ça vous en mode comme ça hein, ça te dirait pas de jouer Luke Skywalker et il a dit que il était ouvert à toutes les propositions. On sait pas jusqu'où ça ira et c'est vrai que moi il y a Mark Hamill qui est quand même super actif sur Twitter et qui est hyper abordable. Genre si tu le cites, il a tendance à au moins liker le fait que tu Hmm. que t'aies parlé de lui. Il est très Euh, marrant je- sur Twitter, ouais, j'aime beaucoup. Et puis il est assez engagé en plus, je trouve que ça gâche rien. c'est vrai. C'est pas juste de la présence en mode je viens faire le clown, au contraire. Et moi j'avais presque envie de lui écrire cette semaine en lui demandant, au fait, comment t'imagines la vie après toi, en fait, après ta disparition. Est-ce que toi, pour toi, je me rappelle à l'époque de. Justement, c'était pas l'écran fantastique que j'achetais, c'était le Ciné Live, je crois, Mhm. à l'époque où il y avait beaucoup, dans l'année, il y avait au moins deux numéros sur la trilogie, sur la nouvelle trilogie Star Wars, donc épisode un 2 3. Et à l'époque, lui, il se posait vraiment en. C'était derrière lui, quoi. Tu vois, il était presque un peu Mhm. déçu dans les making-of. Il disait, moi, à l'époque, le sabre laser, on me disait que c'était super lourd. Maintenant, on les voit virevolter dans tous les sens. Je suis déçu, je suis dégoûté. Et on le voyait faire sa carrière un peu en demi-teinte, en mode faire des petits, tu vois, du doublage. Alors, il est toujours resté important, hein, faire des pièces de théâtre et tout. Et tu te disais, bon, bah. Et là, en fait, quelque part, on a l'impression qu'il embrasse à nouveau complètement son personnage de Carrément. Luke qu'il a accepté qu'il était indissociable de lui en fait hein. Et des fois j'aurais presque envie de savoir maintenant comment il voit les choses. Est-ce que il va léguer quelque part son visuel, son lui-même? Est-ce qu'il va le léguer indéfiniment à la licence? Bah, Comment il s'imagine? ça serait intéressant de poser la question à un avocat, mais je pense que du moment que tu as signé chez Lucasfilm, aujourd'hui, tu peux être sûr que ton visage pourra être ressorti du placard dans 40 ans, hein, que tu le veuilles ou Ah non d'ailleurs. Peter Cushing, à mon avis, il a oui, pas tout à tellement, fait, ouais. voilà, on lui a pas demandé son avis. Donc, je pense qu'il doit voir ça il doit être assez, il doit être, il doit être bien conscient que ça lui échappe complètement et que Luke Ah, tu Skywalker lui penses? survivra, quoi. Je sais pas, j'ai l'impression, enfin, je m'imagine qu'il puisse voir ça avec un peu de bienveillance, tu vois, mais bon, peut-être je me trompe, hein. En tout cas, je sais que quand il y a eu justement le premier, Pierre parlait de deepfake, quelque part, ça ressemblait un peu à un deepfake mal gaulé à la fin de Mandalorian. Et je sais qu'il y avait une chaîne YouTube que je suis qui était venu un peu critiquer, qui avait dit nous on refait le truc mais en mieux. Et clairement ils arrivaient à avoir un résultat. Donc c'est une chaîne d'effets spéciaux hein, avec Et des je mecs rebondis sur ce très que tu très très dis forts. parce que c'est un Américain qui avait fait un autre deepfake là-dessus et c'est Oui lui qui a voilà. été embauché pour le Voilà. coup Il a été embauché. Ah pour il a faire été ah embauché, oui oui c'est d'accord. lui qui a Mhm. fait Et ce qu'on a vu là en fait. d'accord. En tout cas justement, C'est vrai. je sais que quelqu'un, enfin probablement lui était venu un petit peu. Enfin, je sais plus si c'était lui ou si c'était la chaîne dont je parle qui s'était un petit peu vanté de dire on peut mieux faire, et que Marc Hamill était venu défendre l'équipe technique en disant, bah, considérant les besoins de Lucasfilm et de Disney pour faire ce genre de prestation, tu ferais mieux d'envoyer un CV plutôt que de Et ben faire c'est genre, fait. ah, ah, moi je peux mieux faire. Bah voilà, bon, bah c'est fait, tant mieux pour lui. Alors du coup je reviens sur la question des caméos etc. Et plus globalement des clins d'œil aux fans. Ce qui est amusant, c'est qu'on est vraiment à deux opposés dans cette série. On a d'un côté
Comme tu disais, Greg, dans la dernière émission et puis en début de celle-ci, où on a un peu les cases à cocher du cahier Bien des sûr. charges à remplir dans les premiers épisodes, où il faut un Wookiee, il faut un droïde comme ça, il faut voir ceci, etc. Et ça passe pas, c'est hyper lourd, c'est vraiment mal amené. Et là, on nous sert Luke, qui est pas le vrai Luke, qui est à l'info avec un visage. Enfin voilà. Et là, ça passe crème. Alors, est-ce que c'est nous qui sommes juste des fans, des fans débiles, voilà, qui voulions ça, ou bien est-ce que d'un seul coup, ils ont trouvé la bonne tonalité, c'est ça, hein. Qu'est-ce que Là, tu je en vous ai penses, toi, laissé Jean-Marc? sans voix. Alors, non, non, mais Non. je savais pas qui. Non, mais je pense que, enfin, en tout cas pour moi, je perds toute objectivité. Je veux dire, Luke Skywalker en pleine forme post épisode 6, j'ai voulu voir ça toute ma vie. Voilà, je le dis comme je le pense. Et là, je l'ai vu. Là, je l'ai vu. Donc, même si le defect n'aurait pas été, je sais pas, j'étais ravi. Voilà, j'ai eu ce que j'attendais. Même si je me demandais qu'est-ce que ça foutait dans la série de Boba Fett. Donc, j'ai pas ce recul pour juger objectivement cette affaire-là. Moi, Je comprends. j'ai eu un élément de réponse duquel j'étais pas forcément très conscient. On a parlé des épisodes, et notamment de l'épisode 4, qui quand même me semble très lent dans les poursuites, très problématique. Il lance trois mecs ou quatre mecs et filles à Vespa à la poursuite d'un speeder. Ça s'appelle speeder, mais ça a l'air d'aller à 2 à l'heure dans les rues. C'est mou, c'est mou. Et donc Alors, c'est dirigé par Robert Rodriguez. Et voilà. j'ai lu quelqu'un sur l'épisode 5 qui a dit, eh ben moi, j'aime bien quand c'est Bryce Dallas Howard qui m'emmène dans sa narration, à son rythme et tout. Et c'est vrai que l'épisode 5 est réalisé par Bryce Dallas Howard, et il y en avait plusieurs des épisodes de Mandalorian qui étaient réalisés par elle. Et je pense qu'il y a aussi ça. Je me rappelle très bien de mon sentiment sur l'épisode 5. Certes, sur le coup, j'étais un peu surpris qu'on m'emmène ailleurs. Il y a quand même beaucoup de fanservice. Il y a des gens qui ont appelé ça fanservice la série. Mais pour autant, ça m'a plu. Ça m'a plu. Aujourd'hui, dans l'épisode 7, il y avait beaucoup aussi de fanservice, il y avait beaucoup pareil, de cases à cocher. J'ai trouvé ça un peu plus poussif. Il y a plein de moments où je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi il est en train de se passer ce qui se passe à l'écran? Et là, par contre, c'est vrai qu'il y avait peut-être un rythme un peu plus contemplatif dans l'épisode 5, et puis ça allait bien avec le contexte, les personnages, il dit oui, mais je viens pour rencontrer un Jedi, et là on voit des droïdes qui lui fabriquent un banc juste derrière lui. Je trouvais ça très drôle en fait. Et quelque part c'est presque une mise en abîme parce que la série à ce moment-là elle nous impose complètement un rythme autre, c'est-à-dire bon bah écoute, pose-toi parce que là on va discuter, on va voir autre chose, et donc asseyez-vous et restez tranquille. Et je pense que dans cette saison c'est les deux épisodes que j'ai préférés, le 5 et le 6. De la série de Boba Fett, donc. Tout à fait, Voilà. donc où Boba Fett n'est pas dedans, au point que quand on le cite ou quand on en parle, mais même là, je vais vous dire, hein, j'ai passé toute ma journée à ruminer, à me dire, qu'est-ce que ça m'emmerde qu'aujourd'hui on fasse une émission à nouveau sur Boba Fett. J'aurais tellement préféré qu'on parle d'un autre sujet, alors qu'il y a des choses, il y a des bonnes choses à dire. Clairement. Dans les épisodes 1 à 4 et 7, il y a, ouais, pour moi, on sent un contrat, une checklist. Et ce que j'ai vu de la checklist m'a pas spécialement plu. Et je vais vous donner un bête exemple comme ça, hein, narratif. Je vais m'attarder sur un point précis. C'est la question du rancor. La question du rancor, c'est, bon voilà, on est dans le palais de Jabba the Hutt, il y a déjà la fosse, un mec, ils le font tomber, donc il y a tout un arc narratif autour du rancor, autour du fait que tout est fait pour avoir un rancor, et à un moment donné, euh, euh, Boba Fett dit, un jour je le montrerai, un jour je me vois bien chevaucher, donc voilà, pour moi c'est une promesse, mais qu'est-ce qu'on a vu de ça? Il m'aurait fait 2 épisodes de dressage, je crois que j'aurais préféré, plutôt que de découvrir que dans l'épisode 7, on le trouve à dos du Rancor. Mais déjà, comment t'as fait? T'es allé le chercher quand? Ok, t'as l'effet de surprise, mais tu sers à rien dessus, parce que c'est pas toi qui dirige, en fait, tu fais rien, et les seuls trucs qui lui arrivent, c'est-à-dire que Mais Boba si, Fett,
Oui, oui, mais Ils ont un lien, ils ont un lien. C'est Ouais, oui, non mais ouais, ouais, non, mais je ne demande attends, pas comment ça marche, hein, mais Et c'est, alors du on coup, est d'accord, je vous coupe tous c'est les deux, je te expliqué. coupe Greg qui en arrive plus à arrêter, et je vais poser une question à Jean-Marc, qui est réalisateur du coup. Est-ce que t'as pas le sentiment, finalement, parce que c'est Robert Rodriguez qui a réalisé les épisodes qu'on n'a pas aimés, j'ai envie de dire, pour caricaturer, ils l'ont pas choisi, mais juste pour cette dernière scène, pour le duel au soleil, j'ai envie de ouais. dire. Alors, c'est ce que je me suis dit en regardant parce que s'il y a un truc qu'il était obligé de faire bien, c'est bien un Rancor qui défonce des droïdes tanks. Et pour le coup, je trouvais les scènes assez percutantes et efficaces. Et là, je me suis dit, bon, là, c'est bon, là, on te retrouve mon Robert, parce que Et les scènes de dès western avec le personnage, là, je sais plus comment il s'appelle, là, celui qui est en Cad bleu. Bane, Voilà, c'est ça. c'est mou, mais je pense que c'est le réalisateur le plus feignant d'Hollywood, quoi. Et c'est très désagréable de savoir que c'est lui qui hérite de Boba Fett, parce que, alors je sais pas dans quelle mesure il s'est impliqué, mais dans la création de la série, mais bon, comme c'est lui qui a amené Boba Fett, qui a ramené Boba Fett d'entre les morts dans le Mandalorien, il était logique, du coup, il est la série. Mais enfin, je sais pas hein, comment ça s'est goupillé, mais moi, ça me désole que ce soit lui qui s'en occupe. Et la mise en scène est plate. Et dès la première scène, j'ai capté que c'était notre cher Bobby à la caméra, quoi. D'accord. Et moi, j'ai une autre question à te poser, Jean-Marc, c'est que, tu vois, Pierre, il soulève le côté western, donc, mais pour moi, scénaristiquement au moins, la série nous vend un univers de mafia. Mhm. J'y ai vu, moi, donc Boba Fett qui arrive et qui doit devenir le parrain de Tatooine, donc le calife à la place du calife. J'en ai pour preuve donc une scène, donc le peu de moments où on voit Boba Fett dans l'épisode 6, c'est une scène de destruction de café, qui pour moi est emblématique du monde de la mafia, c'est-à-dire il y a deux, là vraiment on a la scène toute faite, donc des deux qui viennent, qui commandent pas à boire et à qui on fait, vous avez oublié votre machin, et ça explose. Donc il y a pas mal d'éléments du film de mafieux, et ben je trouve que même à cet égard-là, c'est foiré. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a, je sais pas comment tu l'as vu Oui, toi. oui, ils ont totalement changé de ton. On est passé d'un film de mafia à un film de western en 3 épisodes, quoi. Ah, vas-y, Jean-Marc. Mais on y C'est revient. à toi qui posais la question. Ah bon, ah, d'accord. Oui. Ben, ça m'a moins dérangé parce que c'est dans le cahier des charges de la série. C'est la mafia dans le western de l'espace. C'est ça Star Wars et c'est encore plus ça Boba Fett et le Mandalorien dans une moindre mesure. Donc ça m'a pas, non, ça m'a pas choqué. Et puis si on aime Star Wars, c'est pour ce mélange des genres. Donc Mm. non, moi j'ai été moins, je serais moins critique à ce niveau-là dans la mesure où bah, le syndicat des Pikes là. Et ben, je les vois bien, je les vois bien faire ce genre de saloperie. Donc, ça m'a pas, non, ça m'a pas déplu, ça. Et D'accord. donc, pour les personnes qui seraient restées avec nous jusque dans la partie spoiler, mais qui n'auraient pas vu la série, il faudrait quand Voilà. même qu'ils regardent des épisodes 5, 6, au moins les 3 derniers, quitte à sauter les 4 premiers. Oui, dans le sens où ça fait partie, s'ils veulent continuer sur la voie de Mandalorian. Après, là où je suis, moi, enfin vraiment pour moi, la principale critique que j'aurais à faire sur cette série-là et sur cette saison, parce que est-ce qu'il y aura encore du Boba Fett, Ils ont ça se trouve, annoncé on une est. saison 2 aujourd'hui. Ah ouais? Voilà. Oh, D'accord. Bon. Oh non, mais elle va oh faire une mais autre quelle cata, émission. c'est pas possible. Non mais vraiment, moi, ça me terrifie en fait, parce que tu sais, à un moment donné, Pierre, je sais pas si tu te rappelles, dans la dernière émission, on en a parlé. On soulevait la question de pourquoi il revenait tellement sur les images de Boba Fett enfant. Tu sais, il y a Oui. toute Et là, ça a été complètement squeezé, ouais. ben, ça a Ouais. été squeezé et en fait, bon, maintenant, j'en ai la certitude, c'est ils n'y sont revenus que parce qu'ils pouvaient. C'est-à-dire, ils se Ouais. regardaient dans la glace et quelque part, toutes les scènes de flashback, d'introspection, de son bain, de machin, là, eh ben, ça ne servait à rien, en fait, finalement. Non, Si, pas alors, grand. à monter cette nouvelle origin story de la repentance, c'est-à-dire comment il est devenu.
comment dire, comment il s'est lié aux Hommes des Sables et comment c'est une trahison. Mais même ça, la façon dont c'est amené, tu sais, là, on dit toujours show don't tell, mais là, c'est pas, là, il juste c'est tel. Le moment où il y a les gars qui disent, en fait, c'était une machination, on lui a fait croire que c'était les bidules qui avaient massacré les Tusken, mais en fait, c'était nous. Et tu fais, Ouais. mais qu'est-ce que c'est mauvais? Je suis désolé. Et en plus, je crois que c'est donc au moment du duel au soleil là que l'autre avec son chapeau de cow-boy, il lui révèle Oui, qu'en c'est fait, ça. tu t'es fait avoir, mec. Mais bah, déjà, pourquoi tu lui dis? Enfin, juste pour l'énerver. Enfin, je sais pas. Pour le Et en plus, provoquer, oui, oui. là-dessus, Pour le là-dessus, provoquer, ouais. oui, c'est ça. Là-dessus, on comprend que eux-mêmes, tous les deux. Alors, je sais pas si c'était dans Clone Wars qu'on voyait déjà Boba Fett avec que c'était une sorte de mentor peut-être pour lui ou C'est de ça, oui, oui, Apparemment, tout ils à avaient fait. une rivalité, ouais, si j'ai bien compris. Ouais. Voilà, ben oui, ben quand tu le sais pas, c'est pareil, hein, ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, et puis, ouais, je sais pas. Enfin, moi, je trouve que il y a un tel problème de structure. Alors, soit ils ont voulu trop en mettre, donc le côté western, le côté moderne, cyborg, le côté. Enfin, il y a beaucoup d'éléments, et le côté rancor, c'est-à-dire ce qu'on connaissait déjà. Mais en tout cas, moi, enfin, je l'avais dit, pareil, au moment de l'épisode 4, il y avait un côté, il se fait sa famille, au sens sa famille de mafieux, mais il le fait avec un nouveau credo, c'est-à-dire c'est un homme nouveau, il est né à nouveau après sa mort dans le truc des sables, là. Et donc, mais même ça, je trouve qu'en termes de nouvelle origin story, je suis pas convaincu à la fin. Et j'ai même cru à un moment donné qu'il y aurait peut-être une rivalité avec donc Fennec Shand là, qui sont, Ouais. tu sais, sur la fin, ils sont pas trop d'accord sur ce qu'il faut faire. Donc tu t'es dit peut-être la nouvelle dynamique va être ça. Non, même pas. À la fin, il marche. Et donc je disais avant qu'on démarre l'émission, avec le thème de Boba Fett, mais en mode mystérieuse cité d'or. Ouais, Genre ouais, ouais, cette tout est fin. super gai. Et puis vraiment, on est trop content. On marche dans les rues, fantastique. Je sais pas, j'ai cru à rien en fait. J'y ai pas cru du tout, jamais. Ouais, Et non, du, elle est pas. et du coup, vu qu'on en a fini avec ce livre de Boba Fett, on va un petit peu parler maintenant de l'avenir de Star Wars, des prochaines séries. Qu'attendre de Obi-Wan, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose, par exemple, toi, Jean-Marc, que t'attends, la série Obi-Wan? Moi, perso, c'est comme le film sur Solo. Je l'attends pas, j'en ai pas besoin. À la limite, ça m'intéressait plus de savoir ce que devenait Boba Fett après le 6 parce qu'on savait tous qu'il était vivant. Ça m'intéresse plus que de savoir que va faire Obi-Wan pendant ce laps de temps qui doit être un temps d'introspection, de méditation, de réflexion. Enfin, j'imagine, hein. Après, bon. À part si Ewan McGregor est là que pour cachetonner, on peut envisager que s'il a été convaincu, c'est que les scénarios sont intéressants. Donc j'attends de voir. Mais je suis pas très emballé, quoi. Et toi, Greg? Ben, j'ai une question à te poser, Jean-Marc, parce que moi, j'ai pas suivi, par exemple, Clone Wars, j'en ai vu quelques épisodes. J'avais bien aimé les séries en 2D, animées 2D avec des tout petits épisodes, ça me plaisait beaucoup. La version 3D, la structure, au bout de 2-3 épisodes, je me suis dit, c'est pas pour moi. Si j'ai bien Mhm. compris, dans Clone Wars, il y a déjà le retour de. Mince, je vais oublier son nom, celui qui a le double sabre. Dark Maul. Oui, Darth Darth Maul. Maul. Mhm. Et il y a une confrontation Darth Maul-Obi-Wan. Et quand j'ai revu Darth Maul dans Solo, j'ai interprété le fait que si à un moment donné il y avait un film Obi-Wan, ou maintenant c'est plus un film, c'est une série, ça allait parler du coup en canon version filmée de ce passage donc de l'opposition entre Darth Maul qui n'est pas vraiment mort, qui est à moitié cyborg, avec des pattes d'araignée là, et Obi-Wan. Est-ce que c'est ça que tu pressens toi scénaristiquement? Oula, non, je serais bien incapable de dire que je pressens quelque chose vis-à-vis de ça parce que j'ai envie d'être surpris. Moi, j'ai envie j'ai pas du tout envie de faire des plans, alors que là, le retour du Mando dans Boba Fett, évidemment que j'aurais pu l'anticiper, mais j'ai pas du tout. Voilà, moi, je débranche mon cerveau quand je regarde Star Wars et j'ai envie de m'en prendre plein les yeux. Donc là, c'est pas impossible. Je pense qu'ils vont plutôt orienter sur la relation Dark Vador-Obi-Wan plutôt que Dark Maul. J'ai peur que Dark Maul vienne encombrer. Surtout que Dark Maul, l'arc se termine dans Clone Wars. Effectivement, il y a un duel très samouraï
à la fin de je sais plus quel épisode, et leur histoire elle est bouclée quoi. Et ils ne sont plus censés s'être revus depuis des années. Donc à mon avis non. Bah voilà, pour répondre à ta question, je pressens que non. D'accord. Et Ok. en ce qui concerne la série sur Ahsoka Tano, Jean-Marc. Ahsoka, je détestais ce personnage avant, et puis j'ai appris à l'aimer pour la nuance qu'elle apporte, étant une Jedi qui en a ras le cul du dogme des Jedi. Moi, ça me parle, j'aime beaucoup ça. Mais de là à regarder la série, non, en fait, D'accord. non D'accord. plus. Alors moi, justement, bah, pour répondre un peu à cette question-là, c'est, enfin, globalement, hein, mais je pense que je pourrais dire ça pour chaque licence. J'ai du mal à m'intéresser, notamment quand le destin des personnages est déjà scellé, à un épisode de leur vie, juste pour étirer un peu l'intérêt. Bien que je sois content, moi, enfin, j'aime beaucoup Ewan McGregor dans le rôle de Obi-Wan, je serais content de le revoir comme ça, puisqu'on peut le faire. Et c'est ça que j'allais dire tout à l'heure pour Boba Fett. Je me dis honnêtement, s'il l'avait pas fait, pardon, avec Temuera Morrison, alors qu'il pouvait et qu'il était en âge de le Hmm. faire, j'aurais trouvé ça dommage. Et ben là, c'est pareil. Obi-Wan un peu vieillissant avec Ewan McGregor, je me dis dans le sens où on est tous les deux des créateurs. Je sais pas ce que t'en penses toi, Jean-Marc, mais bah, si vous pouvez le faire, faites-le, les gars. Quoi, tu vois. Ouais, Après, ouais. après, en tant que spectateur. Bah oui, je suis pas forcément intéressé. À la différence d'Ahsoka Tano, qui n'est pas censé, enfin du moins à notre connaissance, mourir dans le film 7 ou que sais-je, dont on ne connaît pas encore le destin, qui pourquoi pas ferait autre chose dans la galaxie, je kifferais. Par contre, si c'est pour me dire que elle aussi elle finit à Tatooine et que elle est aussi Boba Fett plus le shérif machin, non là ça va commencer vraiment à me les hacher le nez. Bah ouais, mais là je vais jouer un peu le troll, mais n'oubliez pas qu'il s'agit d'une franchise, les gars. Donc je pense que tant qu'il y a du jus, ils vont tirer dessus, quoi. Oui, Et mais tu penses pas qu'il devrait un peu s'affranchir du matériau d'origine et puis explorer. Je veux dire, on est quand même dans une galaxie très lointaine, très lointaine. Peut-être qu'il y a des galaxies intermédiaires par où il pourrait passer. Mhm. Je vais dire un bête truc, même si c'est une pirouette scénaristique, mais Captain Marvel qui revient sur Terre et qui dit Eh oh, il y a d'autres univers à sauver, c'est quand même une promesse super intéressante pour un Captain Marvel 2, là où le point qui est censé être le plus éloigné de l'univers pour Luke, alors que c'est le carrefour c'est le carrefour de tout l'univers Star Wars. Je veux dire, Tatooine, non, on en a assez vu. On n'est pas obligé de retourner sur Tatooine. Enfin, peut-être je suis le seul à penser comme ça et que tous les fans veulent que ce soit tout le temps sur Tatooine, Non, mais je non, pense non, pas. j'écoute des podcasts sur Star Wars et beaucoup de gens disent ça. Moi, le retour sur Tatooine, ça me dérange pas parce que c'est du fétichisme presque, hein, mais moi j'aime beaucoup ce qui se passe sur cette planète, donc ça me dérange pas. Mais là, ils vont être obligés parce que je pense que les gars à Disney écoutent ce que tu viens de dire et ils sont à l'écoute de ça et on va forcément s'éloigner de Tatooine, peut-être pendant un flashback ou quoi, je sais pas, mais oui, on va. Obi-Wan va explorer ce genre de choses. Ne serait-ce que pour ça, ça serait pas mal, ouais. et C'est peut-être la concernant... seule chose Vas-y. pardon. C'est peut-être la seule chose que je porterais au crédit de Boba Fett, la série. C'est cette histoire d'épices qui, là, sur la lecture mafia, donc on a compris que c'était une sorte de drogue locale, hein, donc cultivée en tout cas, dans l'épisode 7 ça paraissait plus limpide ce que c'était cette histoire d'épices. Cette idée de ce que ça a vendu là, donc avant elle était recouverte d'eau, ou bien qu'on arrivait quand même à cultiver des choses, ou bien que sur cette planète il y avait le shérif et sa communauté qui d'un seul coup avaient rebaptisé un village et qui défendaient une nouvelle vision de ce que pouvait devenir la planète. Tu vois, Pierre, tu citais dans l'épisode au moment de l'épisode 4 il ne peut rien arriver de bien aux personnages de Star Wars, même si l'Empire est vaincu, ils finissent toujours par retomber Oui, c'est ce dans que la merde. j'avais dit pendant la précédente émission, effectivement, Voilà, c'est que ça déconstruisait beaucoup de ce que avait réalisé la trilogie originale. voilà. Mais j'ai l'impression que là, au moins pour une fois, il y avait des éléments, on va dire des perspectives pour Tatooine qui promettaient autre chose, peut-être un destin un peu meilleur sur cette planète de sable. Et là, j'avais une autre question pour toi, Jean-Marc. C'est est-ce que tu as vu l'épisode de Star Wars Rebels, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle Le Monde entre les mondes, Oui. où voilà, où notre héros sauve justement Ahsoka.
Est-ce que Oui, tu te souviens de cet épisode? je me souviens de cet Donc épisode. là, je repars en spoiler de spoiler. La Mhm. grande théorie du moment, quand même sur laquelle s'accrochent beaucoup de fans, c'est que la série d'Ahsoka va servir à annuler les épisodes 7, 8, 9. À en Ah, faire ah, ah. une ligne temporelle différente. Alors moi, je redoute ça parce que autant le multivers, je trouve ça fascinant dans Rick and Morty ou dans les Marvel, autant dans Star Wars, non, je trouve que ça colle pas. J'ai bien peur, au vu des réactions qu'a suscité cette postlogie, réaction légitime, hein, il me semble, que ouais, il va y avoir un petit raid count, j'arrive pas à le dire. Bref, une espèce de reboot et que on peut envisager qu'il y ait un monde parallèle via cette porte qui est le monde entre les mondes. C'est Et tout à fait toi, ça possible. t'enchante pas, vu que tu dis pourtant que t'as pas aimé l'autre trilogie, le fait qu'il y aurait un reboot. Non, 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 parce que ça fait vraiment bon, allez, on efface tout, on recommence, pardon, je me suis planté, je vais la refaire. Non, 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 si enfin, pour le coup, je suis assez rigide là pour ce qui est de Star Wars ou des œuvres comme Seigneur des Anneaux, par exemple. Voilà, moi j'aime bien que les choses sont tracées dans le sable et ne bougent pas et que bah, bah, t'as le talent de bricoler autour, quoi. Sinon, tu fais autre chose. Mhm. Donc ça me plairait pas trop, non, non. Mais si ça peut nous éviter effectivement, que le grand méchant que le nouveau grand méchant soit finalement Palpatine, je dirais pas non. Ah, finalement. Alors moi, je vous cache pas que je serais quand même super contrarié parce que ça peut paraître un peu bizarre, mais Rey reste mon personnage préféré de Star Wars. Très cool, Ray. De, je veux dire, c'est en termes d'acting, en termes de ce qu'elle amène. Bien sûr, jusqu'à ce qu'elle soit la petite fille de Palpatine, que j'ai trouvé complètement le truc sorti du chapeau qui sert à rien. Rien. Le côté, c'était une fille de rien qui venait de rien, la force pouvait émerger chez quelqu'un, je trouvais ça formidable. Tout à fait. Mais ça enlève rien pour moi à la performance de l'actrice et en termes de visuel et de ce qu'elle amène de fraîcheur et de, enfin moi, si ça annulait ce personnage, je serais quand même très très chagrin. Ah bah oui, il y a des chances. Alors, S'il part dans cette voie, je suis pas aussi sûr que toi, parce que déjà, ah ouais. ça annulerait Kylo Ren, par exemple, et ça n'annulerait pas nécessairement Ben Solo. Première chose. Ah, d'accord. Voilà. Hmm. Ensuite, ça pourrait nous permettre de la reconstruire d'une autre façon pour qu'elle ne devienne pas Rey Skywalker, mais qu'elle reste Rey de je ne sais plus quelle planète, tu vois. Et là, pour le coup, De Jakku. je pense qu'elle pourrait avoir un destin plus enviable que celui qu'elle a eu à la fin de l'épisode 9. Et comme tu dis, moi de la même façon, c'était un personnage que j'aimais énormément. Et cette scène de l'épisode 8 d'ailleurs, où Kylo Ren lui dit mais tu n'es personne, je l'ai Hmm. trouvé d'une force Oui. phénoménale. Et ça m'avait fait oublier tout le reste, tout ce que j'aurais pu reprocher aux deux autres films. Et le fait que ce soit balayé comme ça d'un revers de la main dans l'épisode 9, ça m'a complètement gâché le personnage, quoi. Ouais. Bah, On en est tout cas, complètement d'accord. ça m'a pas gâché le personnage dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle a envie de véhiculer et dans sa manière d'appréhender le truc. Mais c'est vrai que moi, quelque part, le film nous racontait, bah, de toute façon, je crois que moi, je suis triste, hein. Je suis triste de ce qui s'est passé. C'est-à-dire, j'étais complètement, dans son truc de justement la force peut réémerger et tout et puis non finalement il faut être un fils d'eux quoi qu'il arrive un fils ou une fille d'eux C'est dans vrai, Star Wars c'est très 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 alors très que triste. non avant non mais voilà c'est C'est bien triste. On C'est bien arrive en triste. fin d'émission, on arrive en fin d'émission. On va parler de notre dernière rubrique, à savoir les recommandations de la semaine. Greg, je te laisse commencer, s'il te plaît. recommandation de la semaine eh ben on en a parlé tous les deux cette semaine. Moi en ce moment je suis en train de regarder la saison 4 de Ozark sur Netflix. C'est une série donc qui parle d'un super comptable qui se retrouve mêlé à des histoires de trafiquants de drogue. Et pour moi, je la mets vraiment au même niveau que. Enfin, j'aime autant que Breaking Bad ou que Better Call Saul ou Les Sopranos même. Il y a un Ah, côté. carrément. Ouais, 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 carrément, ouais. Mais
vraiment, je parle pas forcément de réalisation, tout ça, bien que vraiment, je trouve que l'ambiance, tu sais, brumeuse comme ça, c'est autour des lacs, donc c'est une région bordée de lacs, et tout est extrêmement pesant. Ils sont coincés un peu entre la mafia mexicaine, ils se sont enfuis là-bas pour essayer d'échapper. À- et pour faire du blanchiment d'argent en échange d'avoir la vie sauve, mais ils se retrouvent quelque part entre les rednecks qui eux-mêmes avaient leur business de drogue, et puis des gens du coin. Et en fait, c'est constamment en pression. À chaque saison, il y a un nouveau. C'est pour ça que je compare au Soprano, c'est qu'à chaque saison, il y a un nouveau trouble fait qui arrive, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui sort de prison, ou il y a quelqu'un qui vient un peu, mettre son nez. Et à la manière de Breaking Bad, on a on craint qu'ils se fassent gauler, c'est-à-dire à tout moment on se dit ils peuvent se faire buter parce qu'ils n'ont pas réussi à remplir le contrat, et en même temps plus ils s'enfoncent plus ils sont co-responsables de drames humains, et donc on se dit c'était partagé entre est-ce qu'ils vont se faire attraper, et vaudrait mieux qu'ils se fassent attraper et puis qu'ils meurent une bonne fois pour toutes, et c'est constamment en haleine dans cette série. Voilà, il m'en a tellement bien parlé, je crois que je vais regarder et on va faire Ouais, une ouais, émission ouais, ça là-dessus. donne envie. Et toi, Jean-Marc, ta recommandation cette semaine? Ouais, ouais, bah en fait, le dernier film que j'ai vu au cinéma. Je sais pas s'il sera encore à l'affiche quand l'épisode sortira, mais en tout cas, j'espère que beaucoup d'entre vous ira le voir ou le téléchargera. C'est Limbe, donc Agneau. Ouais. Oui. Alors, que je retrouve le nom un réalisateur islandais. Alors, Vladimir Johansson. Voilà, c'est Marocco parce que, comment dire, c'est pas le film du siècle, mais il propose quelque chose de tellement rare aujourd'hui. C'est une phrase un peu toute faite, mais au cinéma, je pense que ce genre de film va se faire malheureusement de plus en plus rare, et qu'il faut soutenir ce genre d'entreprise parce que c'est un film d'horreur, c'est un drame familial qui tombe assez vite dans le fantastique, voire horreur, et je peux pas en dire trop parce que, en fait, le concept même du film est un spoil, donc je peux pas, D'accord. voilà, juste aller le voir. Pardon? Ouais, un peu comme une nuit en enfer en fait. Oula! Non mais tu vois, Oui, Oui, le film si tu racontes ce qui qui se passe dans bascule Nuit en tout Enfer, d'un... voilà. Voilà, voilà. oui, ça y est, d'accord, ça y est, je vois le. Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est exactement ça. Sauf que c'est pas réalisé par Robert Rodriguez, justement. Ah Donc, là là, allez voir ça. la boucle est bouclée, n'empêche, Genre, c'est formidable. Vas-y, Pierre, Greg. j'en profite, j'ai complètement oublié, mais je vois qu'il est encore à l'affiche. J'ai eu la chance de voir, et je sais plus si je l'ai déjà recommandé, mais j'ai eu la chance de voir du studio Ankama Princesse Dragon. Je l'ai vu pendant les fêtes. Il est encore à l'affiche dans certains cinémas. Et c'est un film d'animation hyper bien réalisé. En gros, un dragon qui ressemble un peu à Smaug, qui vit sur son trésor, donne naissance en pactisant avec une sorcière, donne naissance à trois dragons, enfin trois œufs, deux dragons et une petite fille dragon qui se lie d'amitié avec la princesse du coin. Et c'est très joli, et c'est très bien produit, de Jean-Jacques Denis et Anthony Roux. Ça dure 1h15. Et voilà, et puis c'est un film français, du coup, donc un film d'animation française. D'accord, Et d'accord. on est très très bon en animation, hein, Ben oui, bien sûr, nous autres Français. Alors, en ce qui me tout à concerne, fait. moi j'ai commencé la série Reacher sur Amazon Prime, qui est donc en fait la version série du film Jack Reacher avec Tom Cruise, qui lui-même est inspiré donc d'un bouquin. Pour l'instant, je suis à peu près au premier tiers de la série. Et j'ai du mal à savoir si c'est une série qui volontairement t'emmène sur une fausse piste avec des choses qui ont l'air tellement évidentes que d'un seul coup il va y avoir un retournement de situation, ou bien si tout est fait en fait, ou si c'est juste une série qui est très très simple dans sa structure, dans ses personnages, etc. Et qui finalement, même si elle est plaisante à regarder, enfin ne révolutionne pas du tout le genre, quoi. Voilà, voilà. D'accord. Est-ce que j'ai le temps pour une Mais troisième recommandation ou pas? Oh là là là, non, 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 tu la gardes il pour ne la semaine s'arrête plus. prochaine. Non, Allez, la vas-y, semaine vas-y, 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 prochaine. vas-y, Non, vas-y, j'ai vas-y. oublié, mais c'est juste que je me suis acheté ça cette semaine. Voilà. Ah, c'est Mon quoi? petit poney et Transformers. Oh mon Dieu. Voilà. Je me suis dit, C'est pas par on est Robert dans. Rodriguez quand même.
on est dans Café Multiverse. En fait, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est pas une excellente BD, mais j'adore mon petit poney, j'adore Transformers. Je vais dire, mon petit poney, ça me paraît un peu mieux que Transformers en termes de narration. Oh, Mais en tout cas, quel kiff de pouvoir assister à ça. Donc, voilà. dingue, mais on dirait une Formidable. blague, c'est fou quoi. Eh ben, C'est écoute, le je l'ai vu en multivers, tout est librairie. possible. Je l'ai vu en librairie, mais exactement, on est dans le Café Multiverse. Et un jour, on vous expliquera comment la Cité de la Peur fait partie du MCU. Voilà. Mais ça, c'est pour une autre émission. Et c'est une vraie info. En quelque sorte, en tout cas. En tout cas, ben, je vous remercie à tous les deux d'avoir fait cette émission en ma compagnie. Greg Dyser, Merci, qu'on retrouve chaque semaine Merci. dans le Café Multiverse. Et Jean-Marc, ben, qu'on aura plaisir à réinviter, je pense, voilà, pour une prochaine émission, si ça te convient, toi également. Voilà, voilà. Carrément, carrément. Eh bien, Dès c'était qu'on parlera le Star Wars. 18e épisode du Café Multiverse sur le livre de Boba Fett sur cette première saison. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur le film Uncharted avec Tom Holland. Bye bye!